Olivier, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, la une des journaux financiers et autres, aujourd'hui, rend hommage à la croissance américaine. Tout le monde est en pamoison devant ce cycle extrêmement long, bientôt le plus long de l'histoire. Et vous vous dites, halte là, on est déjà en récession aux États-Unis. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça? Alors, deux choses. La première chose, c'est que je pense qu'on n'en est jamais sorti de cette fichue récession. Pour la bonne et simple raison qu'on a tout bâti depuis 2008 sur des déficits budgétaires gigantesques et sur une forte augmentation de la dette. Même 10 ans après, vous prenez l'année 2018, l'année 2018, si vous retraitez un tout petit peu le chiffre du PIB, vous avez dans le PIB qui tangente les 3%, parce qu'il fallait que ça fasse 3%, puisque M. Trump avait annoncé 3%, donc il fallait que ça fasse 3%, vous avez tout de même 1,9% de variation des stocks. Bon, les variations des stocks, vous savez qu'on les supprime parce que au final, ça se supprime de lui-même, mais supprimons-le pour avoir des bases comparables. Donc, vous faites 2,9 moins 1,9 égale 1. Et 1% sur 20 000 milliards, en gros, c'est quoi? 200 milliards. 200 milliards, donc, d'augmentation du PIB. Et vous avez à mettre en face, et là, je ne vous parle que de la dette d'État. Je ne vous parle pas de la dette des ménages qui, elle, a explosé aussi, notamment sur les voitures, sur la dette étudiante, sur les dettes de carte de crédit. Donc tout ça a explosé et donc on sait qu'il y a une grande partie de ces dettes qui sera jamais remboursée ni remboursable. Et vous avez donc juste pour l'État 1500 milliards de dettes supplémentaires. Donc 1500 milliards de dettes supplémentaires pour faire 200 milliards. Oui, le ratio n'est pas terrible. De PIB supplémentaires, c'est quand même pas lourd. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire tout simplement que vous avez acheté de la croissance, le peu de croissance qu'il y a, avec beaucoup de dettes que vous allez vous trimballer pendant 15 ans. Oui, mais alors Olivier, là vous parlez d'une croissance achetée par la dette, excusez-moi, mais en lancement de cette émission, je vous disais que vous parliez maintenant de récession. Donc je vous disais, en gros, si vous voulez, cette croissance est une fausse croissance depuis les années, depuis la crise, depuis 2008. Bon. Au-delà de ça, là, aujourd'hui, vous avez des chiffres qui continuent à être des chiffres annoncés de croissance, puisque le dernier trimestre aux États-Unis était en croissance, le premier trimestre était aussi en croissance. Et on s'attend à une poursuite de la croissance, voilà, si on écoute les économistes. Poursuite de la croissance. Alors, je vous rappelle un tout petit truc, c'est que il faut quand même mettre ces chiffres qui sont le résultat d'un calcul. Il faut mettre ces chiffres entre guillemets. Je vous rappelle qu'en 2008, dans un premier temps, sur le premier trimestre 2008, on avait annoncé une croissance. On avait même, d'ailleurs, à la première révision qui se fait un mois après parce que vous avez les données des douanes, par exemple, en commerce extérieur, vous aviez eu une révision en hausse du chiffre qui avait été annoncé en première mouture. Et 3 ans plus tard, ça a été révisé sérieusement en baisse. Oui. On passe de 1% à moins 2,7, quelque chose comme ça. Oui, on est au-delà de la marge d'erreur. Alors, on est très largement au-delà de la marge d'erreur. Et donc, on voit quoi? On voit que le PIB, si vous voulez, c'est un chiffre marketing. Parce que, évidemment, si vous aviez annoncé à la fin du premier trimestre 2008 que les États-Unis étaient à moins 2,7 sur le PIB, je ne vous dis pas ce que ça aurait donné sur les marchés. Oui, mais alors, comment on peut évaluer la situation aujourd'hui? Parce que si vous partez du principe que les données statistiques sont sujettes à caution,
Et c'est vrai que les exemples de révision sont tout de même assez légion. Sur quelles données tangibles peut-on s'appuyer pour savoir où on en est ? Il faut utiliser des proxys, c'est-à-dire des choses qui sont plutôt bien corrélées. Alors vous avez beaucoup de gens qui vous parlent du Baltic Dry Index, de l'ARPEX, un peu moins de l'ARPEX, pour essayer de comprendre ce qui se passe. Bon, ce sont des chiffres qui sont d'abord des chiffres de commerce international. Le Baltique, ce sont les cargaisons sèches qui sont sur des routes spécifiques de navires, et donc c'est le prix en plus, hein, c'est pas des volumes de fret ou autre. Hein. Cargaison sèche, c'est tout ce qui est hors pétrole. Voilà, exactement, hors pétrole, gaz, bon. Et donc, c'est sur des voies maritimes qui sont entre la Chine et les États-Unis, pour faire simple. Et donc, c'est pas très fiable dans le contexte actuel, puisque aujourd'hui, on sait que la relation États-Unis-Chine est un peu perturbée. Exactement. Donc, c'est intéressant de voir ce qui se passe dessus. Alors, si vous utilisez en plus l'ARPEX qui est les containers, le trafic des containers, là, évidemment, vous avez une idée un tout petit peu plus précise de ce qui se passe. Et puis, vous avez le troisième indice qui, là, lui, est absolument ignoré superbement par tout le monde, qui est le CAS Index. Le CAS Index, beaucoup plus intéressant parce que là, pour le coup, c'est tous les moyens de transport confondus, hein, que ce soit l'avion, que ce soit les camions aux États-Unis, que ce soit les trains. Donc, ça regroupe tous les moyens de livraison et autres. Et, aux États-Unis. Hein. Aux États-Unis. Et puis après, ils font un rapport qu'ils étendent aussi sur les autres, sur le reste du monde. Mais c'est intéressant parce que justement, le PIB, c'est quoi ? C'est la valeur ajoutée produite à l'intérieur du pays. Et donc, c'est là que ça devient intéressant. Et quand vous regardez ce rapport mensuel du CAS Index, vous avez les livraisons qui sont compilées par le CAS Index et vous vous apercevez que c'est très fortement corrélé alors justement, au PIB. Justement, parce qu'on a extrait un graphique de ce rapport qui met en parallèle justement le CAS Index, l'indice CAS, et le PIB américain. Et c'est assez édifiant puisque on note une corrélation assez étroite, on peut le dire. C'est étroite. Sauf en bout de courbe, c'est-à-dire aujourd'hui, où là on a une divergence très, très notable. Alors, ce qui est intéressant, c'est deux choses. C'est de voir que si vous retraitez le dernier trimestre de 2018 au niveau du PIB américain, c'est-à-dire en supprimant les stocks ? En supprimant la variation de stock, vous tombez exactement sur... vous retrouvez la corrélation, si vous voulez, avec le CAS Index. Mais sauf que pas de bol, là, depuis 5 mois, donc sur tout le premier trimestre de 2019, vous êtes passé en négatif sur le CAS Index. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que normalement, vous auriez dû au premier trimestre avoir un chiffre du PIB américain qui serait négatif. Ce qui, je vous rappelle, commence furieusement à ressembler à une récession. Et donc, et puis là, sur les deux autres mois, enfin les 2 premiers mois du deuxième trimestre, ça continue. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que très probablement, quand même, ils sont en récession. Ils sont en récession. Alors après,
Le PIB, je vous ai dit, c'est le résultat d'un calcul. Vous en faites ce que vous voulez du PIB. Hein. Vous annoncez le chiffre que vous voulez et vous le réviserez quand, en fait, ça n'intéressera plus personne dans quelques années. Et on le voit sur aussi l'annonce des résultats américains. Si vous prenez pas simplement le BPA, parce que évidemment le BPA croît puisqu'ils n'arrêtent pas de racheter leurs titres. On est quand même sur des montants de rachat de titres qui frisent les 1000 milliards par an. Là, c'est l'équivalent d'un quantitative easing. Hein, certains disent finalement, bon, alors il y a là cette question de la récession qu'on n'a pas encore complètement consommée, là, il faut qu'on revienne dessus, mais c'est de dire finalement l'économie américaine, elle se porte plutôt bien, regardez les bénéfices des entreprises, ils ont plutôt tendance à croître. Vous, ce que vous êtes en train de dire, c'est que ces bénéfices, ce sont des bénéfices par action et qu'ils augmentent artificiellement via les rachats d'actions. Oui, mais depuis plusieurs années, c'est pas nouveau. Si vous voulez, vous avez l'essentiel de la croissance des résultats, c'est la croissance des BPA et la croissance des BPA. Pourquoi ? Par diminution du nombre d'actions, c'est tout. Donc ça n'a rien d'extraordinaire. Et puis la deuxième chose, c'est que là encore, alors je vais repartir sur ma petite marotte, mais quand j'entends que c'est le plein emploi aux États-Unis, j'ai quand même tendance à m'étouffer. Souvenez-vous tout de même que rien n'a changé depuis déjà un moment. Vous êtes toujours au taux de participation de la population active au plus bas, 62,8 la dernière fois. C'est ça. Vous êtes toujours dans une précarisation du travail aux États-Unis. Vous êtes toujours avec quasiment le même nombre de bons alimentaires. Enfin, arrêtons de penser que par un coup de baguette magique, M. Trump a fait réembaucher du monde. C'est pas vrai. Bon, alors qu'évidemment, vous ayez un freinage des licenciements, oui, quand vous avez licencié tout le monde et qu'il ne reste plus personne dans la boîte, évidemment que vous avez un aplatissement des choses. Mais en attendant, ne croyez pas qu'on est au plein emploi aux États-Unis, parce que déjà, on le verrait dans les revenus, on le verrait dans les salaires exploseraient si réellement c'était ça, si réellement il y avait de l'activité, et au-delà de ça, mais que fait M. Powell ? Il était en vacances à Haïti et puis il l'a pas vu, la reprise, parce que moi je suis désolé, mais si on est en plein emploi, si on a réellement pourquoi geler les taux, c'est ça que vous voulez dire. 3% et quelques de croissance par an, mais alors pourquoi est-ce que M. Powell, en l'espace de 2 mois, retourne sa veste, nous dit qu'il va arrêter la normalisation du bilan de la Fed, nous dit qu'il va arrêter de monter les taux, nous dit que peut-être même qu'il va recommencer un quantitative easing. Mais pourquoi ça va si bien ? On était 2 mois avant quasiment en surchauffe aux États-Unis. On nous avait sorti ça, c'était quand même énorme. Il y avait toute une palanquée de patrons de Fed régionales qui étaient venus au micro nous expliquer que le taux target, le taux neutre, était à 3,5. Et puis là, tout d'un coup, en 2 mois, M. Powell retourne sa veste, et suivi de M. Draghi dans la même mouture, qui, 2 jours plus tard, retourne la sienne aussi. Alors, faut m'expliquer, moi, si tout va bien, je vois pas pourquoi on pourrait pas normaliser les bilans, je vois pas pourquoi on pourrait pas remonter les taux d'intérêt. Beaucoup de questions, voilà. Olivier, et en effet, si on se réfère au CAC Index, il y a à tout le moins des questions à se poser quant à la vigueur de la croissance américaine. Donc si votre scénario est le bon et qu'on est en récession d'ores et déjà aux États-Unis, on traduit ça comment en termes d'allocation d'actifs ? En termes d'allocation d'actifs, il faut savoir, c'est toujours la même chose, une récession, ça vaut 35% sur un marché, entre 30 et 40. Sauf que là, on a des banques centrales qui sont très très vigilantes au mouvement de marché. Alors, je dirais même fébriles. Parce que là aussi, si vous voulez,
sont intervenues. Donc déjà, il y a une question à se poser, pourquoi est-ce qu'elles interviennent si tout se passe bien? C'est ce que vous avez évoqué avant. La deuxième chose, c'est, mais ça, juste parce qu'il y a une petite baisse des marchés, ils sortent du bois. Mais qu'est-ce que ça va être quand on va vraiment jouer la récession? Si on se met à jouer une récession, moi j'ai peur vraiment qu'ils aient tiré leur coup de semonce trop vite et qu'ils ont fait remonter les marchés alors que les marchés au final n'avaient pas baissé tant que ça et qu'il n'y avait pas péril en la demeure, ils commençaient à remonter et je vois pas pourquoi tout d'un coup s'être précipité. S'être précipité pour sortir du bois. Mais peu importe. Je vois pas très bien comment on pourrait faire l'impasse totale sur une récession. C'est du jamais vu. Donc, je pense qu'on va, à un moment, jouer cette récession quand les gens seront un peu sortis de leur torpeur. Alors, évidemment, je comprends qu'ils soient heureux que tout d'un coup, alors qu'ils étaient plutôt dans une logique de resserrement monétaire, etc., tout d'un coup, les principaux banquiers centraux leur disent « mais attendez, non, mais c'est à vie qu'on va continuer avant ». Et donc, ils sont contents et ils achètent le marché. Et ça, c'est parfaitement compréhensible. Maintenant, je vois pas quand même comment, pendant toute la durée, on va faire totalement cette impasse sur la récession. Une correction donc sur le marché. Mais alors, si vous avez une correction, on fait quoi? Alors là, aujourd'hui, si vous voulez, moi, je n'achète pas d'actions. Enfin, pour moi, c'est soit vous êtes obligé d'avoir des actions à ce moment-là, vous couvrez, soit j'en achète pas. Vous restez sur la dette américaine? Mais je reste sur la dette américaine et je reste sur la dette américaine très confortablement. C'est vrai que ceux qui ont été sur la dette américaine depuis... on va dire novembre 2018, puisqu'on était à 3,24, je crois, sur le 10 ans américain. Et je vous avais dit à ce moment-là, au-dessus de 3, il faut y aller. Et là, on est à 2,30. Enfin, je veux dire, il y a de quoi faire son beurre. Et en plus, le dollar a continué de monter. Donc, vous gagnez sur les deux tableaux. Et vous dormez très bien, beaucoup mieux qu'avec un portefeuille action. Hein. Donc, et là, enfin, je pense que personne, moi, je me suis fait hurler dessus quand j'ai dit ça. Hein. On m'a dit, mais il va y avoir un krach obligataire, vous allez ruiner tout le monde, etc. Oui, enfin bon, en attendant, je pense que c'est des gens qui n'ont pas compris ce qui se passe. Tout est basé aujourd'hui sur la dette. Donc le moindre pouillème de croissance est basé uniquement sur la dette. Comment voulez-vous qu'ils montent les taux? C'est juste pas possible. Donc, ils savent qu'ils s'étranglent. Donc ils serrent le lacet qui entoure leur cou au fur et à mesure qu'ils montent les taux. Donc ils ne les monteront pas. Et ils l'ont dit là d'ailleurs. Donc ça va rester pendant des années bas. Et quand vous avez une récession en plus, excusez-moi, en général, ça ne fait pas monter les taux. Hein. Donc voilà. On reste sur les obligations d'État américaines. Exactement. En attendant que la récession soit jouée. Quand la récession va être jouée, il faudra jouer l'intervention des banques centrales. Et donc là, vous pourrez acheter des actions. Il ne faudra pas rester, à mon avis, très très longtemps dessus, mais vous aurez probablement un fort mouvement à la hausse, puisque les banquiers centraux ne peuvent pas se permettre d'avoir des marchés qui baissent. Donc, ils le feront en montée. Jusqu'où l'histoire le dira. Nous verrons ça. Olivier, merci.